Dès mon plus jeune âge, ma vie a été marquée par un traitement injuste constant par rapport à ma sœur, la fille d'or de la famille. Cette préférence m'est restée pendant des années, créant un profond sentiment de ressentiment. L'histoire que je m'apprête à raconter a culminé dans une satisfaction vindicative le jour de mon mariage. Un moment qui est devenu le point culminant de ce long voyage. J'ai été confronté à cette distinction tout au long de mon existence, et la façon dont mes parents ont agi en était la principale raison. L'affection de mes parents pour ma sœur a toujours été évidente, sans aucune tentative de dissimulation. Dans les situations de désaccord ou lorsqu'elle m'accusait de quelque chose, ils donnaient invariablement du crédit à sa version et m'appliquaient une punition sévère. Si les rôles étaient inversés et que je présentais des preuves irréfutables contre elle, la réprimande qu'elle recevait était minime et ils trouvaient quand même un moyen de me censurer pour la situation. Les détails du quotidien illustrent cette inégalité flagrante. Mon gâteau de fête devait invariablement avoir sa saveur préférée, même si je faisais semblant de ne pas savoir à quel point elle détestait cette saveur. Lorsqu'ils faisaient du shopping, ils achetaient plus d'articles pour elle que pour moi, et nos sorties et voyages se déroulèrent toujours aux endroits qu'elle souhaitait, ignorant complètement mes souhaits, même lorsque l'occasion était censée me concerner. À cause de cet environnement, ma sœur est devenue une personne gâtée, habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait sans effort. Au début, elle ne me remarquait presque jamais, me traitant avec indifférence. Mais cette dynamique a changé avec le temps. Au lieu de me considérer comme son égale, elle m'a traité comme une cible d'agression occasionnelle. Un « punching ball » émotionnel sur lequel elle pouvait évacuer ses frustrations, démontrant dès son plus jeune âge la manière dont l'éducation de nos parents a façonné son caractère. Cette dynamique néfaste s'est considérablement aggravée à l'adolescence. Ma sœur, qui avait déjà un comportement difficile, s'est retrouvée sans amis, ce qui semblait exacerber ses caractéristiques négatives. Sans la validation sociale d'un cercle d'amis, son comportement s'est détérioré, et elle a commencé à concentrer encore plus son attention et sa cruauté sur moi, cherchant quelqu'un sur qui évacuer ses propres insécurités et son isolement. Je ne sais pas exactement pourquoi ses amis l'ont abandonnée. Peut-être parce qu'elle était méchante, ou peut-être qu'ils se sont simplement éloignés au fil du temps. La vérité, c'est que nous n'avons jamais été assez proches pour qu'elle puisse partager avec moi les détails de sa vie sociale. J'ai simplement observé de loin le changement de son comportement et de son statut social, ce qui a fini par avoir un impact direct et négatif sur ma propre vie. Mes parents n'ont jamais manqué une occasion de démontrer leur partialité. Ils se sont vantés publiquement des réussites de ma sœur, aussi petite soit-elle, et ont gardé le silence sur les difficultés auxquelles elle était confrontée. En même temps, ils soulignaient et utilisaient constamment mes défauts, comme matière à plaisanterie ou à sermon, créant un contraste saisissant qui montrait clairement qui était valorisé dans la famille. Je savais juste qu'elle n'était plus avec les gens avec qui elle traînait à l'école, puisque nous étudions au même endroit. Entre-temps, j'étais assez populaire, j'avais un bon cercle d'amis. Ma sœur a remarqué cette différence et soudainement ma position a radicalement changé. D'une cible occasionnelle, elle a commencé à me traiter comme quelqu'un à abattre en permanence. Ces nouvelles tactiques comprenaient des fabrications malveillantes sur moi et mes amis, les transformant en accusations directes contre nos parents. Cela leur a donné l'excuse parfaite pour m'empêcher de sortir ou de socialiser avec qui que ce soit. La vie en dehors de la maison est devenue une bataille constante pour obtenir la permission, toujours sous la surveillance et le jugement de mes parents et de ma sœur. Les excuses qu'ils donnaient étaient souvent absurdes, comme l'affirmation selon laquelle mes amis n'étaient pas de bonnes personnes, basées uniquement sur l'opinion de ma sœur. Ils ont également utilisé des tactiques émotionnelles, demandant « Pourquoi essayez-vous de nous quitter ?» ou me faire pression. « Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur ?» et profiter du temps en famille. C'était une forme évidente de contrôle et d'isolement. La seule chose qui m'a sauvé de l'isolement complet imposé par mes parents était notre famille élargie. La plupart de mes oncles, tantes et cousins vivaient dans la même ville que nous. Malgré nos différences d'âge, nous avons réussi à bien nous entendre, et j'ai trouvé un refuge et un soutien en dehors de l'environnement étouffant de ma maison, ce qui est devenu essentiel à ma santé mentale. Lors d'une de ces réunions de famille, ils m'ont invité à quelque chose. Je ne me souviens plus de ce que c'était, mais j'ai répondu tristement que je n'avais pas le droit d'aller nulle part. Quand un jeune cousin lui a demandé pourquoi, l'enfant, avec la sincérité brutale des enfants, a répondu sans détour que c'était parce que je n'avais pas le droit d'avoir des amis puisque ma sœur n'en avait pas. Cette révélation est parvenue aux oreilles des adultes, qui ont apparemment eu une discussion animée avec mes parents,
les confrontant à l'inégalité de traitement. En conséquence, mes parents m'ont plus tard réprimandé pour avoir menti, en disant que je n'y étais pas autorisé, alors que c'était la vérité, et j'ai été interdit de sortie pendant 1 mois. Même si la punition était injuste, je pouvais dire que l'exposition leur avait causé un malaise. Après l'incident et l'humiliation devant la famille élargie, ma sœur a changé d'école. Je crois que la honte ressentie par notre famille, plus éloignée en apprenant son bas statut social et la manière dont il a été révélé, était si grande qu'elle a exigé de changer d'école. Mes parents ont immédiatement accepté la demande, même si cela leur coûterait plus cher, puisque la nouvelle école était plus éloignée. Même si elle s'est fait des amis dans sa nouvelle école, la dynamique entre nous ne s'est pas améliorée. Elle ne m'a plus jamais complètement ignoré. Ayant expérimenté le pouvoir de m'atteindre et en étant contrariée par le fait que j'ai révélé à sa famille qu'elle n'avait pas d'amis, elle a continué à me tourmenter, bien que de différentes manières, ne me laissant jamais tranquille. Ma situation à la maison continuait d'être difficile. Pour couronner le tout, les camarades de classe de ma sœur, influencés par elle, venaient souvent me voir juste pour m'embarrasser et me montrer hostile. Ceux qui étaient censés me protéger, mes parents, ont tout simplement ignoré cette attitude cruelle, la décrivant même comme de simples farces innocentes. Cette dynamique toxique rendait impossible l'idée d'inviter des amis chez moi. Soit mes parents se révélaient être de si mauvais hôtes que la visite devenait insupportable, soit, plus souvent et plus dommageable, ma sœur les accusait, rapidement d'avoir volé quelque chose, et comme toujours, mes parents la croyaient sans poser de questions, confirmant ainsi mon incapacité à avoir une vie sociale normale. Finalement, j'ai eu mon premier petit ami. Naturellement, je n'avais aucune envie de le ramener à la maison, prévoyant le désastre que cela représenterait. Mais mes parents ont insisté sans relâche, exerçant une pression jusqu'à ce que je cède, l'introduisant malheureusement dans cet environnement plein d'injustice. À un moment crucial, il m'a contacté pour me faire part de quelque chose de dérangeant. Ma sœur essayait de flirter avec lui. D'après son récit, elle s'est présentée vêtue de vêtements courts, a exagéré le mouvement de ses cils et a commencé à décrire à quel point j'étais inadéquat, tout en vantant à quel point elle-même était merveilleuse en comparaison. Lui, visiblement irrité par la situation, s'est enfui de là pour me retrouver et me raconter ce qui s'était passé. Comme prévu, ma sœur a immédiatement présenté une version complètement différente de l'histoire à mes parents, affirmant qu'il avait essayé de flirter avec elle, mais elle, étant vertueuse, a naturellement refusé ses avances. Étant donné ces 2 récits, devinez en qui mes parents ont placé leur confiance. Face à ce traitement manifestement injuste et continu, je suis devenu une personne profondément rancunière et capricieuse. La haine que je ressentais pour ma sœur était le miroir de la haine qu'elle semblait nourrir pour moi. Une symétrie douloureuse dans une relation familiale déséquilibrée. Un détail qui n'était peut-être pas pertinent auparavant, mais qui contribue à l'image, était la question de l'apparence physique. Mes parents étaient en surpoids et montraient leur affection principalement à travers de la nourriture et des friandises. Ma sœur était également en surpoids, alors que moi, au contraire, j'avais toujours été mince. En partie parce que beaucoup de mes punitions impliquaient souvent de restreindre les sucreries et les collations. Même si le poids ne définit pas le caractère, la personnalité de ma sœur était déjà manifestement mal élevée et gâtée. Même ses tentatives de flirt étaient maladroites et inefficaces, car elle n'avait jamais eu à essayer ou à travailler pour quoi que ce soit dans sa vie. Il suffisait que je demande, et mes parents cédaient. Le schéma cruel s'est répété, avec mon deuxième petit ami. Une fois de plus, ma sœur l'a accusé d'essayer de flirter avec elle après qu'il ait rejeté ses avances. Et à ma grande frustration, mes parents l'ont cru à nouveau, ignorant le même scénario qui se répétait. Lorsque j'ai essayé de leur faire remarquer que cela se reproduisait, ils ont simplement décidé que j'étais incapable de faire des choix raisonnables et que je continuais à choisir des partenaires inadaptés. Mes relations, coincées, dans cette situation tordue de Roméo et Juliette, n'ont jamais pu résister à une interférence destructrice. Au lycée, j'ai fini par avoir une sorte d'étiquette. Comme je me sentais à l'aise avec le simple fait de coucher avec des hommes de manière décontractée, mais que j'évitais complètement de m'engager dans des relations sérieuses, j'étais défini par cette caractéristique. Heureusement, cet aspect de ma vie n'a jamais atteint ma sœur ou mes parents pour qu'ils l'exploitent. Pendant ce temps, ma sœur, par contre, a ramené un petit ami à la maison. Il était fièrement affiché par mes parents, qui passaient chaque moment libre à me dire à quel point il était merveilleux, et pourquoi je ne pouvais pas être comme ma sœur et trouver quelqu'un comme ça. Ce défilé de perfection a duré jusqu'à ce qu'il cesse d'apparaître. Soudain,
Le récit de mes parents a radicalement changé. Il est devenu un scélérat sournois qui avait trompé ma sœur. Eh bien, pour eux, le traitement inégal est resté le même. À cette époque, elle avait beaucoup plus d'argent à dépenser, et ses règles de couvre-feu étaient beaucoup plus flexibles que les miennes. Elle était libre d'aller où elle voulait, à tout moment, tandis que je restais sous restriction. Quand j'ai posé la question, mes parents ont simplement justifié cela en disant « c'est parce qu'elle est plus âgée ». Cependant, lorsque j'ai atteint le même âge qu'elle, à l'époque, je n'ai toujours pas reçu le même traitement. Et quand je soulignais l'hypocrisie, ils niaient avec véhémence avoir dit une telle chose, ou prétendaient que c'était parce que je n'étais pas aussi digne de confiance qu'elle, utilisant commodément les accusations passées de ma sœur contre moi comme preuve de mon manque de jugement. Au fil du temps, il était temps pour ma sœur d'obtenir son diplôme. Pour l'université, elle n'a pas été acceptée dans un établissement qui n'était pas très réputé, loin d'être considéré comme élitiste. Et, comme on pouvait s'y attendre, elle n'avait reçu aucune bourse ni aucune aide financière basée sur le mérite académique. Ce n'était qu'une autre étape dans son voyage. Je me souviens bien du contraste au lycée. Ses notes étaient mauvaises et chaque fois qu'elle avait un simple B, mes parents organisaient une fête, comme si c'était un événement extraordinaire. En attendant, j'avais généralement de bonnes notes, mais mes parents refusaient de fêter ça, disant que je faisais seulement mon devoir. Puis, 1 an avant l'obtention imminente de mon diplôme, ma mère est venue me parler. Le sujet ? Mon avenir académique. Elle m'a dit que comme il payait déjà les études de ma sœur, il n'avait tout simplement pas l'argent pour payer les miennes. Par conséquent, la meilleure option pour moi serait de commencer à travailler immédiatement après avoir terminé mes études secondaires. Si je décidais de rester à la maison, je devrais payer toutes mes affaires, ainsi que contribuer à une partie des factures et du loyer. J'ai mentionné que je pouvais obtenir des prêts étudiants, mais ma mère a rapidement rejeté l'idée. Elle a affirmé qu'en raison de mon historique de manque de jugement, utilisant les fausses accusations de ma sœur comme preuve, ils devraient décider si s'endetter en valait la peine pour chaque université que j'envisageais. Franchement, après toute une vie sous votre terrible éducation parentale, je n'ai jamais eu d'attente concernant mes études supérieures. Au fond de moi, je savais qu'ils trouveraient une excuse pour ne pas payer mes études. Je me préparais donc seul pour l'université depuis longtemps. J'ai vu l'université comme ma seule chance d'être libre, d'échapper enfin à cet environnement oppressif. Le temps est venu. J'ai travaillé dur et, à ma grande joie, j'ai obtenu une bourse complète. Ce n'était pas dans une université de renommée mondiale ou dans un cursus traditionnellement prestigieux, mais c'était un cursus assez bon dans un collège, convenable, avec une bourse complète. C'était ma solution, obtenue grâce à mes propres efforts. Sachant que ma sœur détesterait cet exploit et essaierait de m'en empêcher par l'intermédiaire de mes parents, j'ai décidé d'agir, stratégiquement. J'ai posté mon exploit sur les réseaux sociaux au moment exact où je leur ai annoncé cela en personne, les forçant même à me remercier dans le message. De cette façon, ils ne pourraient pas m'interdire d'y aller sans devoir l'expliquer. Au reste de la famille, au début, ils étaient un peu fiers et s'en vantaient eux-mêmes. Mais ensuite, je pense que ma sœur les a influencés et ils ont changé de sujet. Ils ont commencé à me demander si j'étais sûr de vouloir vraiment aller dans cette université. Le changement de ton était perceptible. Ils laissaient échapper des commentaires selon lesquels ma sœur n'avait pas de bons résultats à l'université. Et ils ont suggéré que puisqu'elle était plus intelligente et avait un meilleur jugement que moi, si elle avait des difficultés, je subirais sûrement un sort pire. C'était une tentative évidente de me décourager et de me faire abandonner mon projet. Mais je suis resté ferme dans mes convictions. Je savais ce que je voulais et ce que j'avais accompli. Ils n'étaient pas satisfaits de ma décision d'accepter la bourse, mais étant donné les circonstances que j'avais créées, ils ne pouvaient rien faire pour m'en empêcher publiquement. Mon évasion était assurée, l'université a été mon salut. Finalement, j'ai commencé à être heureux. J'avais encore des contacts limités avec mes parents, je leur rendais visite pendant les vacances, mais comme ils refusaient de payer quoi que ce soit, j'avais l'excuse parfaite pour ne pas y aller souvent, invoquant des difficultés financières. Durant cette période, j'évitais de leur présenter des hommes. Ma sœur a arrêté d'aller à l'université. Je suis sûr qu'elle n'a pas obtenu son diplôme, car mes parents en auraient fait tout, un plat si elle l'avait fait. Elle vient de rentrer à la maison. Elle est rentrée chez elle et, même si elle n'a pas payé de facture ni de loyer, elle a commencé à travailler dans la même entreprise que ma mère. Cette situation, en fait, m'a été présentée comme un point de fierté par mes parents, comme si c'était une grande réussite pour elle et un exemple à suivre. C'est à cette époque que j'ai rencontré mon mari. Vous connaissez ces gens qui disent « Si j'étais dans cette situation,
j'aurais fait quelque chose. Mon mari est le genre de personne qui fait vraiment les choses. Moi, au contraire, je suis du genre doux et paillasson, qui n'arrive pas à dormir la nuit en souhaitant avoir agi différemment. Mon mari est le genre de personne qui répond immédiatement, il aime le drame, et il aime résoudre les problèmes. C'est le genre de personne qui, s'il ne réagit pas immédiatement à un affront, prépare quelque chose de pire par vengeance. C'est lui qui a voulu que je publie ici sur Reddit pour raconter l'histoire. J'aime que mon mari fasse ce que je n'ai jamais eu le courage ou la capacité de faire moi-même. Mon futur mari et moi avons commencé à discuter de mariage. Mais nous étions tous les deux d'accord sur le fait que la cérémonie elle-même ne nous intéressait pas vraiment. Compte tenu du budget limité dont nous disposions, nous avons donné la priorité à notre lune de miel, rêvant de dépenser la plupart de nos ressources dans un voyage de rêve en Europe. Quant au choix du lieu de la célébration, comme sa famille était dispersée et la mienne était encore concentrée dans ma ville natale, nous avons choisi de la tenir là pour faciliter les choses. Nous envoyons l'annonce des fiançailles et réservons la date quelques mois plus tard. À ce stade, mes parents ont naturellement exigé de rencontrer l'homme que j'épouserais. Je voulais créer une colonne vertébrale et dire non, mais j'avais du mal. La distance géographique avait adouci mon souvenir de leur gravité. Mon mari, cependant, avait l'impression que j'avais annulé Noël rien qu'en pensant à cette réunion, sachant surtout que je veillerais à ce qu'il ne soit jamais seul avec eux. Il s'était préparé intensément pour ce moment. Il a même acheté un enregistreur de haute qualité qu'il pouvait cacher dans sa poche pour enregistrer tout ce qui était dit. Il était même excité à l'idée de penser à toutes les manières possibles de refuser les avances de ma sœur, si elle essayait quoi que ce soit, et peut-être d'utiliser l'enregistrement pour exposer cela à la famille. Il s'est rendu seul à la réunion, plein d'impatience. À son retour, il était euphorique. Au lieu de se concentrer sur le flirt, mes parents et ma sœur l'ont fait asseoir, après quelques grognements à son sujet, mon jugement et des choses comme ça. Ils ont donc proclamé qu'ils étaient prêts à payer la totalité de mon mariage. Mais une condition était non négociable. Ma sœur marcherait devant moi dans l'allée, habillée en mariée. L'excuse était choquante. Il n'était pas acceptable qu'une sœur cadette se marie en premier. Pour être juste, ma sœur devrait vivre l'expérience d'un mariage dans ma salle, avec des photos prises dans la robe et elle aurait même un gâteau après. L'idée était de lui offrir un faux mariage le jour de mon mariage, lors de mon événement, avant de pouvoir avoir mon vrai mariage. C'était de l'audace pure. Mon mari, qui va maintenant prendre le relais de la narration pendant un moment, se présente comme le mari vengeur. Il explique qu'en tant que gestionnaire professionnel de la colère en quête de karma instantané et de vengeance, ses neurones ont court-circuité lorsqu'ils ont légitimement suggéré cette merde. Malgré sa réputation de réactivité, il a admis avoir été momentanément sans voix face à cette proposition absurde. Il a retrouvé son calme après que mon cerveau ait redémarré. Il avait toute une liste d'insultes prêtes à être lancées, mais quelque chose dans son âme lui murmurait « Trompe ces idiots ». Il a donc dit qu'il devait y réfléchir, voir comment sa fiancée de l'époque, réagirait, et il est parti avant de pouvoir révéler ses plans néfastes. Il était temps de transformer l'indignation en stratégie. Pour revenir à mon point de vue, mon mari a sincèrement raconté l'histoire, montrant l'enregistrement pour prouver que mes parents voulaient que même mon mariage soit consacré à ma sœur. J'étais choqué. La distance avait diminué l'impact de la façon dont ils me traitaient, et je pensais naïvement que même eux n'iraient pas aussi loin. Heureusement, mon mari, en insistant sur l'aspect vengeance, m'a aidé à ne pas sombrer dans un mauvais état d'esprit en concentrant mon énergie sur les représailles. Nous nous sommes bien amusés à réfléchir à des moyens de les tromper, allant du ridiculement extravagant à ce que nous pensions être faisable. Après avoir esquissé quelques idées, nous avons appelé son frère, qui est beaucoup plus sensé et pragmatique. Il nous a aidés à analyser les plans, en pesant le pour et le contre de chaque approche que nous avions envisagée. Le frère, censé, nous a réprimandés pour certaines de nos idées les plus extrêmes, reconnaissant qu'il ne serait jamais capable de nous convaincre d'éviter les représailles, mais au moins, il nous a montré que quelque chose serait difficile à accomplir ou nous risquions d'être poursuivis en justice. Finalement, nous avons convenu d'un plan plus bénin. Faire comme si nous avions accepté la condition des parents, mais engager secrètement des agents de sécurité pour empêcher la sœur d'entrer. Mon mari est retourné voir mes parents et leur a dit qu'il les avait sondés et qu'il pensait que je n'accepterais pas cette proposition scandaleuse. Il a cependant affirmé qu'il ne voyait pas personnellement le problème. Il a suggéré un compromis. Ils aideraient à payer certaines choses lors du mariage, et cela me mettrait encore plus de pression pour ne pas provoquer de scandale.
public ou être en désaccord le jour J, car je serais reconnaissant de l'aide et la famille serait là. Il a dit que mes parents semblaient choqués au début, et ma sœur a littéralement commencé à sauter de joie comme un petit enfant lorsqu'elle a entendu la nouvelle. Cela a été accepté. Il est important de noter que mon mari a également affirmé qu'en raison d'un manque de jugement et de mes anciens petits amis, toutes les idées de communication, comme éviter les SMS, étaient toutes les miennes, et que j'étais méfiante et contrôlante. Nous étions si fiers d'utiliser leurs mots contre eux. Cela a renforcé la nécessité de garder les discussions cruciales hors des archives écrites. Ainsi commencèrent les mois de déception. Mes parents et ma sœur pensaient qu'ils me trompaient en s'assurant que leur sœur puisse marcher jusqu'à l'hôtel. Pendant ce temps, mon mari et moi les exploitons financièrement, puisqu'ils payaient le mariage. Ils voulaient avoir leur mot à dire sur tout. Nous utilisons la sœur et ses exigences à notre avantage. Le fait qu'elle exige que mes parents paient pour le meilleur de tout était l'outil parfait. Nous vérifierions les options de boissons et de menus par exemple, puis accepterions l'option la plus basse ou la deuxième plus basse. Mon mari emmenait ensuite secrètement ma sœur là-bas pour essayer les options les plus chères. Il soupire, ensuite, et dit que c'était dommage que nous ne puissions pas les avoir, car nous ne voulions pas profiter de la bonne volonté de nos parents. Ma sœur bien sûr piquait une crise de colère, exigeant qu'il paie pour le meilleur, et il cédait. La même chose a été faite avec le photographe et les fleurs. Le point le plus conflictuel a eu lieu au sujet de la robe de mariée. Nous avons eu un léger désaccord à ce sujet. Mes parents voulaient que je porte une robe que je trouvais hideuse, ou du moins pas mon style. Ma sœur, voulant s'assurer que je n'obtienne pas ma robe préférée, a suggéré de ruiner mon souhait de robe pour que je sois obligé de porter l'autre qu'il voulait. Mon mari a fait semblant d'être d'accord avec cette idée, continuant ainsi la mascarade.